conférence autour des objets connectés. Pour cette matinée dans cette salle, un angle économique. Donc nous allons commencer par la revue des modèles économiques des halieutiques, entre les bons et les mauvais. Donc nos experts pourront parler. Aujourd'hui, nous avons Olivier Beaujard, qui est senior directeur de l'ECPEC et qui représente l'Aura Alliance. Bonjour. Et nous avons Paul Pinchard, qui est associé de Premium Pierce. Bonjour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez le doigt, je serai vigilant, certainement pour passer le micro et demander vos questions à nos experts, le plus interactif possible. Donc, je pense que pour commencer, le mieux est de vous présenter un petit peu plus ça, et après, nous allons entamer le débat. Merci. Olivier Beaujard, donc, je fais partie de la société Semtech, société américaine, qui est à l'origine de la technologie LoRa. Et une des idées brillantes que Semtech a eues, c'est de créer, je vais en parler dans la conférence, l'Alliance LoRa, donc, qui rassemble tout l'écosystème en 2015. Et mon rôle chez Semtech, c'est de m'occuper pratiquement exclusivement de l'Alliance. C'est-à-dire que je suis au bord de l'Alliance et différents comités pour nous assurer qu'elle grossit et on arrive à bien jouer le rôle qui est la définition et promotion du protocole LoRaWAN qui utilise la technologie LoRa. Bonjour, donc je m'appelle Com Pinchard, je suis très heureux d'être là. Moi j'ai monté avec des associés un cabinet un petit peu particulier, une Consultech, donc un nouveau modèle de conseil, puisqu'en fait on fédère des indépendants, des cadres dirigeants et issus du conseil pour mener des projets de transformation. Et dans cette entre-deux prises, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est les transformations des entre-deux prises par le biais des technologies, et particulièrement de l'IoT en partenariat avec une société qui s'appelle Zèbre, avec lesquelles on accompagne beaucoup d'entreprises dans la recherche de ces nouveaux business models. Et on a développé des méthodologies d'approche assez nouvelles qui permettent justement, entre autres, de s'assurer de la rentabilité économique et de la réussite de ces projets-là. Alors pour cerner un peu le débat, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, qu'une demi-heure, je pense que quand on parle de modèles économiques, ils doivent être différents suivant le marché auquel on s'adresse, que ce soit peut-être un marché plus B2B, plus B2C. Donc je vais voir à chacun de vous, quel est, vous, votre modèle économique que vous connaissez, dans lequel vous évoluez autour des IoT pour cibler le sujet, parce que ce sujet est tellement vaste, sinon qu'on va partir dans tous les sens. D'accord, oui. Peut-être pour préciser au niveau du marché, c'est essentiellement aujourd'hui, les volumes sont faits sur le marché B2B, qu'on appelle Industrial IoT. Je crois qu'on va parler après des use cases, mais bon, ils sont connus, puisque c'est une techno extrêmement low power. Donc dès que vous avez un problème de source de courant ou de besoin de forte pénétration radio, c'est là qu'on fait la différence. Donc c'est l'industriel. Et ensuite, sur les modèles, je vais parler avec la casquette de l'Alliance. Au départ, on s'est vite rendu compte que chaque acteur ne pouvait pas tout faire. C'est extrêmement complexe, il y a des dizaines de use cases différents, si ce n'est pas des centaines. Donc ils ont eu l'idée de créer un écosystème où toutes les parties de la chaîne de la valeur sont représentées. On dit de chip to cloud. Donc chacun a son métier, a son business, donc de vendre du hardware, du service, etc. Donc ils ont rassemblé tout ça sous une association non profitable, dont l'objectif est de définir et faire la promotion du protocole de bout en bout. Et pour le rendre vraiment interopérable, tout est en open source. C'est-à-dire tout ce que publie l'Alliance LoRa, toutes les spécifications, y compris les piles logicielles, elles sont libres de droit, gratuites, chacun peut la porter et la modifier. Donc déjà c'est l'ouverture, le premier point qui est important, et la possibilité de se dire non, je ne vais pas tout faire, je vais laisser les autres acteurs et chacun trouve sa place. Vous évoluez donc dans un monde très industriel, B2B, avec usines. Alors, il y a peut-être quelques applis consumer qui sont, on va dire, en devenir, mais aujourd'hui la majorité c'est du B2B.
Et pour vous, c'est à peu près le même exemple. Oui, pareil, on aide principalement le B2B et des industriels, puisque c'est quand même là que se retrouve la plus grosse valeur. Je veux dire, il y a eu énormément de projets de B2C avec des résultats que l'on connaît, qui finissent de temps en temps au fond des placards, donc dont la promesse était de... Quand on dit B2C, ça peut être par exemple la brosse à dents connectée, la brosse à dents, la fourchette connectée, enfin que sais-je encore connecté. Voilà. Et justement, c'est à cause d'un modèle économique qui n'était pas là, qui n'ont peut-être pas rencontré le succès, ou oui, une utilisation comme... Il y a le modèle économique et il y a la promesse qui est faite, c'est-à-dire la valeur perçue. Et du coup, la valeur perçue s'érode très très vite quand on est sur du gadget en B2C, et c'est un petit peu ce qu'on observe. Par contre, en B2B et en industriel, évidemment, il y a des valeurs beaucoup plus longues, beaucoup plus pérennes à aller chercher. Alors, pour réussir un modèle économique B2B, notamment dans le milieu industriel, ça part de quoi? Ça part déjà d'une demande du client qui vous demande une application particulière pour des besoins particuliers? Non, en général, ce que l'on voit, c'est que les entreprises raisonnent avec des modèles en tête assez traditionnels. Et de plus en plus, quand on regarde un petit peu les entreprises, on se rend compte qu'il faut vraiment changer de modèle, de paradigme, un petit peu de regard, face à l'extraordinaire possibilité offerte par les objets connectés. On est vraiment sur un schéma de rupture. Et les notions de parcours client sont extrêmement difficiles à appliquer parce que le parcours aujourd'hui est un maillage. Le client peut chercher de la valeur comme une abeille en point tillé. Donc il y a tout un tas de notions qui freinent en fait la réussite de ce type de projet-là. Voilà, il faut s'imaginer que tout objet est capable de remonter de l'information, de la valeur. Et c'est des choses qui sont absolument inconnues jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut changer ce concept. Vous avez le même regard et la même analyse? Moi, si on essaye de faire une synthèse, je dirais qu'il y a trois raisons pour lesquelles les industriels vont se mettre à connecter et adopter des solutions IoT. Soit ils vont être obligés par une régulation. Donc il faut arrêter de consommer, il faut remonter une donnée en temps réel. Donc là, ils doivent se rendre en conformité. Et pour ça, il faut connecter. Donc c'est le cas, on va dire, regulation, je sais pas comment dire en français. Le deuxième cas, c'est vous voulez optimiser beaucoup ou arrêter de perdre de l'argent. Les choses sont volées, perdues, et vous voulez optimiser ça. Donc là, c'est assez immédiat en retour. Et la technologie le permet. Et le troisième, qui est peut-être le plus à la fois prometteur et difficile à prouver, quoi, qui est des cas assez réels, vous allez dire, je vais avoir accès à des infos quasiment en temps réel, énormes, qui seraient quasiment impossibles à gérer. Et quelle valeur je peux en tirer, moi, pour faire des nouveaux services pour mes clients ou changer le design de mes produits. Donc je dirais, de façon synthétique, ces trois raisons font que les gens industriels se mettent à l'IoT. Oui, pareil, la création d'expériences pour les clients, l'amélioration des opérations en interne, et puis la régulation en effet. Et dans ces trois modèles, si je puis dire, est-ce que chacun dispose d'un modèle économique dédié ou ça se travaille différemment, ou ça se travaille à peu près de la même manière suivant ces trois cas qui sont quand même assez différents, parce que je pense que les mises en place ne peuvent pas être tout à fait pareilles. C'est même, je dirais, plus complexe que ça, parce que vous allez adresser, donc si on part de trois modèles, comme sorte de façon de voir les choses, vous allez avoir plein d'industries différentes. Vous arrivez avec de l'innovation, de la complexité technique et une façon qui peut peut-être bouleverser la façon dont ils opèrent leur business. Et ils ne vont pas forcément changer tout de suite leur business model, sauf s'ils voient un intérêt sur les trois raisons que j'ai évoquées. Donc la combinatoire est plus compliquée. On a peut-être, je sais pas, des dizaines de familles de use cases, d'applications différentes. Alors comme le disait Côme, si le business model économique traditionnel ne s'applique pas à ces objets connectés, comment ça se passe pour qu'il y ait un coût? De toute façon, il y a un coût d'acquisition, de développement, de maintenance. Comment voir les gains? Parce que sinon, les industriels sont des gens relativement basiques, hein, c'est coût-gain. Donc un bon modèle économique repose également sur ça. Un gain qualitatif, je pense, aussi bien qu'un gain quantitatif. Oui, je pense que les entreprises, notamment les GAFA, qui font énormément d'argent aujourd'hui, justement, ne raisonnent pas nécessairement sur un retour sur investissement immédiat.
On voit qu'elles mettent en place des stratégies de plus en plus dans les objets. Du coup, on se demande. Et la capacité de désiloter l'expérience client, et ben en fait, ils sont au plus près de cet échange de valeur entre l'expression de besoin et la capacité à répondre à ces besoins-là partout. Et ça, c'est des stratégies qui peuvent être gagnantes. Il est sûr qu'il y a d'assez gros coûts parce que les technologies à maîtriser la marche est haute. Et de ce que l'on voit en général, les entreprises testouillent un petit peu ce qu'elles pourraient faire dans l'IoT, mais sans y mettre nécessairement les moyens. Et puis enfin, il y a quand même des business, des modèles de business à ROI beaucoup plus rapides. On pourra en parler après. On a des exemples aussi. Vous êtes sur le oui, je pense que tout l'écosystème de l'Alliance Flora, tout le monde travaille à optimiser les coûts. Si je prenais qu'un exemple, on va prendre la connectivité. Vous avez différents modèles. C'est soit donc il faut regarder l'utilisateur B2B final, pas le service provider. Il va soit dire je veux m'appuyer sur un réseau public. Et là donc il a des coûts de service de connectivité, un peu comme le cellulaire. Soit il dit non, moi je ne veux pas te payer de connectivité, je ne veux pas que mes données sortent de chez moi, donc il peut faire un réseau privé. C'est équivalent à déployer un Wi-Fi, donc en Flora c'est plus complexe et plus emporté. Ou alors il y a un mode encore intermédiaire qui est un mode communautaire. Il y a des gens qui mettent des réseaux à disposition pour démarrer les projets. Et là vous avez, c'est gratuit, sans garantie de service, mais vous pouvez démarrer sans rien payer, tester tout de suite. Et c'est important, c'est l'exemple de la connectivité, mais il y en a d'autres sur toute la chaîne de la valeur, de s'adapter aux besoins du client, parce que sur ces coûts, il va regarder effectivement s'il a des coûts récurrents de connectivité, ça peut ne plus marcher à cause de ça. Et même chose sur différentes autres parties de la chaîne de la valeur. Et est-ce que vous pouvez me donner un petit peu l'exemple que serait un mauvais modèle économique pour une entreprise avec des objets connectés et au contraire, un bon exemple où chacun pourrait en retirer de la valeur, pas simplement, je dis, qualitative et quantitative, bien sûr. Les mauvais business models, j'allais dire, on en voit pas mal, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui se demandent encore comment elles vont faire pour tirer un profit de ça, c'est qu'elles n'ont pas encore trouvé le bon business model. Moi, j'ai été assez frappé. Il y a quelques semaines, il y a eu à Barcelone le congrès sur les voitures, et les mobiles. Seat, par exemple, la personne de Seat, avec un grand sourire, était ravie de montrer qu'elle avait mis un assistant vocal d'Amazon dans la voiture, donc Alexa. Typiquement, je pense que là, on n'est pas sur un modèle qui va être extrêmement rentable pour Seat, parce qu'en fait, c'est Amazon qui va capter l'ensemble de la valeur, alors que le constructeur automobile lui-même aurait pu développer certaines interfaces qui lui permettent de capter ce qui se passe dans le véhicule et la demande des usagers. Ça aurait d'ailleurs rapproché le constructeur du client final, au lieu d'ailleurs de lui donner que les clés le premier jour, et c'est même pas lui qui les donne, c'est un concessionnaire. Donc on voit là typiquement que, à mon avis, il y a les schémas de pensée n'ont pas permis en fait de dégager une valeur pour Seat. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'à la fin, c'est les GAFA qui gagnent, parce qu'ils récupèrent les données de ce genre de choses. C'est eux qui récupèrent toutes les données d'utilisation et qui bénéficient finalement d'une expérience utilisateur qui n'est pas la leur. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on voit une entreprise qui a jeté l'éponge et qui n'est pas allé chercher la valeur qu'il aurait pu aller chercher. Olivier, vous avez également un exemple de justement on va dire pas forcément mauvaise utilisation, mais ou qui marche pas. Qui marche pas. On a un petit peu parlé des exemples consumer, c'est-à-dire mettre un surcoût sur un objet où l'utilisateur final ne voit pas de valeur, parce qu'il n'est pas, soit ça va être gratuit avec son smartphone ou il s'en passe très bien de cet objet connecté. Là, c'est un mauvais exemple, parce qu'on n'a pas analysé, on n'apporte pas assez de valeur. Après, il y en a plein, sans citer le nom de produits ou de sociétés. Et après, un autre modèle qui vraiment
ne marcherait pas, ce serait de vouloir tout contrôler et de fermer de bout en bout. C'est-à-dire, c'est en fait tout à fait l'inverse, c'est d'ouvrir et que ce soit interopérable. Et quelqu'un qui dit non, faut tout prendre chez moi, du composant à tout, et c'est moi ou rien, là ça marche pas, parce que tous les acheteurs du B2B vont dire non, moi je veux pouvoir changer, si ça marche pas, je veux dérisquer. Donc ça c'est un autre modèle fermé ou clos, Qui sans est citer valable de pour d'autres société. choses, hein. C'est ça qui est valable pour d'autres choses, de ne pas se mettre Alors pieds peut-être, mais pas et poings liés avec son fournisseur. pas en à fait. ce stade du marché de l'IoT. C'est pas l'approche, à mon avis, qui marche le mieux. Alors, c'est-à-dire quoi, c'est pas encore assez mature, enfin le marché n'est pas assez mature Il y a pour pas- qu'on puisse il y a- s'en remettre il y a- entièrement, il n'y a pas de société, c'est ça Il n'y en a fait. pas assez déjà de volume, et surtout tout le monde va avoir des besoins tellement différents qu'il faudrait que ce type d'acteur customise sans arrêt ses solutions. C'est pas viable. Donc là, oui. C'est marrant d'avoir des micros avec fil dans un salon d'IoT. Merci beaucoup. Comme Blanchard, vous avez parlé de l'IoT dans les voitures connectées. On entend parler beaucoup de voitures connectées en ce moment, de voitures autonomes même. Est-ce que vous avez vu des business models de l'IoT dans les voitures connectées qui marchent pour l'instant? Et de quelle manière est-ce que les constructeurs automobiles réutilisent les données qu'ils perçoivent via les IoT? Vous avez raison, en ce moment, je pense qu'il y a une grosse bataille qui se joue. Encore une fois, c'est ce que je disais au début, les entreprises traditionnelles raisonnent avec des schémas traditionnels, en fait, qu'on a tous appris à l'école. Or, les GAFA sont vraiment sur un autre modèle de pensée. Et donc aujourd'hui, en effet, alors évidemment, une voiture connectée, c'est des dizaines de milliers de remontées d'informations, donc on ne peut pas généraliser sur l'ensemble de l'expérience utilisateur. Il y a sûrement des données moteurs, etc., qui remontent pour les maintenances, etc. Et il y en a plein. Moi, je ne viens pas de ce monde-là. Néanmoins, aujourd'hui, sur l'expérience client réelle, et l'expérience ne s'arrête pas à la conduite de la voiture, puisque la voiture traverse les péages, les parkings, tout un tas c'est la voiture qui vous amène au restaurant, etc. Donc l'expérience qu'on a en tant que conducteur passe bien au-delà d'appuyer sur les pédales. Et donc du coup, en effet, là-dedans, dans cette expérience riche du conducteur, ce qu'il recherche, Tesla par exemple, c'est pas une voiture, hein, c'est un ordinateur avec 4 roues. Ou j'allais dire, c'est un smartphone avec 4 roues. Hein. La voiture s'update, il y a un champ d'application ouvert, on peut aller coder de nouvelles applis sur la plateforme Tesla. Et le modèle est complètement différent. D'accord ? Donc aujourd'hui, énormément de constructeurs automobiles continuent d'être avant tout un châssis, des roues, et on y met de la connectivité, alors soit pour des questions réglementaires, le e-call et b-call, voilà, il va falloir le mettre en place, mais le reste, on est quand même beaucoup plus loin. Si vous avez d'autres questions. Oui. Olivier, vous voulez peut-être rebondir sur la question. C'est pas tellement l'aura n'est pas tellement applicable à la voiture connectée, parce que c'est des technos plus haut débit, et on est tous sur ça, on est bas débit, basse conso. Pour la technologie LoRa, quand même, le secteur automobile, c'est plus les usines où les constructeurs vont gérer la logistique de leurs pièces pour être sûr qu'il n'y ait pas de disruption. C'est pas dans la voiture. Vous vouliez poser une question, Alain ? Oui, bonjour. Moi, je rebondis modèle économique, mais au niveau des modèles pédagogiques, parce que est-ce que dans les ratages, entre guillemets, il n'y aurait pas aussi un problème de personnel dans les entreprises qui serait susceptible de recueillir votre conseil, mais qui ne serait pas capable après de le mettre en musique dans le temps, auquel cas, moi je pense peut-être un apprenti, nouvelle génération, pourrait peut-être aider l'entreprise à sauter le pas qualitatif qui manquerait. Même si le conseil au départ est bon, après la mise en musique dans les ateliers, c'est peut-être là que aussi le projet pêche, je ne sais pas, c'est une idée que je lance. Ça rentre dans un modèle économique, la formation effectivement des gens pour appliquer effectivement. Oui. Bien sûr, on voit qu'il y a beaucoup de freins à faire, j'allais dire, cette bascule de compréhension.
il y a beaucoup d'entreprises qu'on aide et qui ne sautent pas le pas au final. Alors, ça peut être lié à des questions de formation du personnel. Je pense aussi que c'est lié au fait que y a un peu moins gestionnaire, prendre des risques, y aller vraiment et pas y aller par de petites touches ou saupoudrage, et avoir des convictions fortes que ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est possible de faire, est vraiment de nature à créer des vrais piliers économiques pour les entreprises demain. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on note un certain attentisme, même si certaines personnes compétentes comprennent ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas suffisant encore pour que l'entreprise bascule, et on a pas mal d'exemples là-dessus. Alors, on a fait deux choses au niveau à la fois de Semtech et de l'Alliance pour ce qui est la partie éducation. Donc, le monde de l'éducation, les universités, les écoles dans le monde entier, on a créé ce qui s'appelle LoRaWAN Academy. Si vous tapez dans Google LoRaWAN, W-A-N Academy, c'est une initiative lancée par Semtech qui s'adresse aux éducations. Donc, il y a des tas de cursus, cours en ligne. Là, c'est pour que les gens apprennent. C'est plus technique que business. C'est autre question, on va lire plus sur les business models, mais pour leur apprendre à démarrer un projet en LoRa facilement avec tous les différents kits de développement. Donc ça vise les écoles. Ça a été démarré novembre dernier, c'est en train de grossir. Et après, ce qui est au niveau de l'éducation, au sens éduquer les entreprises, je dirais, sur ce qui marche, on est en train d'opérer un changement au niveau de l'Alliance LoRa. On a un nouveau chairman qui est une femme, une chairwoman, je ne sais pas comment on dit, qui vient d'arriver, quelqu'un qui va pousser énormément tous les use cases utilisés qui marchent. Donc on va faire de plus en plus de marketing, c'est là qu'on met l'argent en commun pour communiquer sur ce qui marche. Parce que là, effectivement, il y a des choses qui marchent dont les gens ne sont même pas au courant, et il y en a des centaines. On a fait le recensement dans les derniers meetings, donc ça, on va de plus en plus le publier. Mais après, les entreprises, ce qu'il faut, c'est qu'elles se l'approprient. C'est-à-dire, on ne va pas dire... par exemple, on a beaucoup de clients dans le monde de l'énergie. On va leur suggérer sur comment d'autres ont fait, mais c'est à eux de prendre la décision, de se l'approprier et de l'appliquer. On ne peut pas être, en gros, trop donneur de leçons. On est fournisseur de solutions. Donc c'est là peut-être qu'il faut trouver la bascule. Puis après, il peut y avoir des sociétés spécialisées de conseil, des systèmes intégrateurs qui ont ce rôle, peut-être plus sur les grosses entreprises, d'arriver à les emmener par la main sur les projets complets. Mais on est tout à fait conscient, on a commencé. Donc l'éducation, les use cases sont les deux premières choses visibles que vous pouvez voir déjà. Donc nous avons parlé d'exemples qui ne fonctionnent pas, et si on attend quand même de parler un petit peu d'exemples qui fonctionnent, est-ce que vous pouvez nous faire visualiser finalement des cas, des expériences également de systèmes, de modèles économiques qui ont bien fonctionné pour l'instant avec l'utilisation bien sûr des objets connectés? Oui, je vais vous prendre l'exemple d'un projet qu'on a mené avec notre partenaire Zèbre. Les départements en fait financent ce qu'on appelle l'APA. L'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce département en question dépensait 40 millions d'euros de subventions pour aller aider les personnes qui en ont besoin. Le souci, c'est que le département finance, mais n'avait aucune vision sur réellement ce qui était fait sur le terrain, quels prestataires venaient ou pas. Ces personnes souvent âgées décédaient et les subventions continuaient d'être amenées. Les familles n'avaient pas plus d'informations souvent, et on parle d'un terreau de services énorme qui va du jardinier, l'infirmière, etc. Et donc du coup, l'idée c'était de voir comment est-ce que les objets connectés ou un objet connecté pouvait aider là-dessus. Et donc en fait, le projet de Bizbox a été lancé. Il y a eu la création d'un objet connecté sur des technologies justement basse consommation. La Poste venait livrer cette boîte-là, mettait 4 piles bâtons, ça dure 5 ans. Et c'est une solution de badgeage qui a permis de tracer l'ensemble des services faits chez la personne et d'en notifier les aidants. En l'occurrence, au bout d'un an, un peu plus d'un an, le département a réalisé 4 millions d'économies sur 40 de prestations qui n'étaient pas faites ou mal faites. Au début, les prestataires n'étaient pas très enclins à le badger, mais finalement, ceux qui faisaient bien leur boulot, ça leur a permis de récupérer de la visibilité que eux-mêmes n'avaient pas sur le terrain,
Mais dans toute cette histoire-là, en fait, ce qui se passe, c'est que le département, le Loiret, est remonté dans la chaîne de valeur. Il était absolument invisible. Et d'un coup d'un seul, comme il a en cloud des données qui remontent du terrain, il devient d'un coup d'un seul, il est remis, j'allais dire, dans une posture de financeur, meneur de la danse. Et donc, je pense que dans cet exemple-là, au-delà du ROI financier, on voit que les forces de porteurs, donc, puisqu'on en est dans les modèles économiques, on a revalorisé la position d'un acteur. Et je pense que l'IoT a ce pouvoir-là. Donc par exemple, c'est un petit projet, mais qui a été très très bien mené et qui amène une vraie valeur économique et sociétale. C'est-à-dire qu'on sort effectivement du gadget pour avoir effectivement donc un apport économique, un apport de qualité surtout d'utilisation et de services en plus, et un apport d'image pour le commanditaire. Voilà, gagnant, gagnant, gagnant pour l'ensemble des parties et avec un seul objet qui n'existait pas à la base. Et donc voilà, c'est la capacité de remettre au plus proche de l'utilisateur des objets simples en fait, hein, simples et qui sont utiles. Olivier? Je vais prendre peut-être deux exemples, un qui est assez loin d'ici, qui est en Asie. En Asie, c'est-à-dire en Chine ou en Inde, où là il y a des populations énormes, mais ils ont beaucoup d'applications Smart City. Ils sont partis en technologie LoRa, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de source de courant. C'est simple à déployer et la portée est très, très bonne. Et ils détectent facilement des fuites d'eau, et aussi un de leurs gros problèmes, c'est la qualité de l'air. Donc soit c'est pour donner bonne image, ou vraiment voir quand c'est très pollué et prendre des actions. Donc ça, c'est un retour immédiat, donc, qui est dur à mesurer, mais il faut savoir que dans ces pays-là, quand ils font un pilote, c'est facilement 10 à 100 000 pièces, un pilote. Il y a tellement de monde, donc c'est assez conséquent, donc vous avez un retour rapide, et ça marche. Et un autre projet, rapidement, plus présent ici en Europe, c'est des acteurs, parce qu'avec la technologie LoRa, vous avez la possibilité de faire du positionnement basse conso, c'est fait, toute l'intelligence est dans le réseau, sans rajouter de GPS, et on a des acteurs de l'industrie dans le retail qui arrivent à gérer et savoir où sont certains de leurs les chariots élévateurs pour l'industrie de la distribution, et qu'ils ont mis, il n'y a pas de conso, il y a des sources de courant, ils ont mis un boîtier avec une batterie qui est dédiée, et ils savent où ils sont à 50 mètres près, 50 à 100 mètres près. Et là, ils arrêtent de les perdre, ça vaut $100 la pièce. C'est un pilote qui est plus petit que ce que j'ai dit, mais c'est le retour est immédiat. Vous arrêtez de perdre quelque chose. Désolé, vu l'heure qui passe vite, je vous demanderai simplement une petite phrase de conclusion pour achever notre première conférence de cette édition 2018. Moi, j'aimerais dire aux entreprises d'arrêter d'attendre que le voisin bouge. C'est un domaine extrêmement vaste qu'il faut aller regarder, chercher. Donc allez-y. Sinon, d'autres vont prendre la place. La deuxième chose, c'est que les approches traditionnelles s'adaptent assez mal. On est vraiment dans des choses nouvelles. Donc voilà, il faut aller revisiter un petit peu tous les outils que l'on a à notre disposition. Et donc voilà, pensez à cette approche de point d'idiotisme pour être les objets nous entourent dans notre quotidien. Comment est-ce que on peut y mettre de l'intelligence? En fait, on parle de smart object, donc comment mettre de l'intelligence au plus proche de l'expression de besoin et de la création de notions de valeur. Olivier? Alors, sans répéter, mais je suis tout à fait d'accord à ce qui vient d'être dit, je vous invite à aller regarder le site de l'Alliance, lora-alliance.org. Il y a une nouvelle version qui arrive à la fin du mois. Il y a énormément d'applications, de produits, de projets existants qu'on va mettre de plus en plus en avant. Et pour vous donner une ordre de grandeur, l'Alliance a été créée en 2015 avec 11 sociétés. On est plus de 500 aujourd'hui et ça n'arrête pas de grossir. Donc vous devrez forcément trouver une application existante ou des idées à suivre sur ce qui marche déjà. Rendez-vous l'année prochaine. Donc merci beaucoup Olivier Beaujard, donc senior directeur de Semtech représentant l'Euro Alliance, et Côme Pinchard, associé donc de Premium Partner. Merci beaucoup. Merci.